Bonsoir Adrien Quatennens, merci d'être avec nous dans le périscope de l'actu. Vous savez que le périscope repère 2 ou 3 points forts de l'actualité. Il y a aujourd'hui les manifestations, mais je vais d'abord donner cette information puisque Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, indique un 5e cas avéré de coronavirus en France. Il touche la fille de ce touriste chinois octogénaire qui lui-même est hospitalisé. Si j'ai d'autres informations, bien sûr, je vous les donnerai. Je voulais évidemment qu'on évoque les questions sociales et politiques. Bras de fer, un peu de tension cet après-midi à l'Assemblée nationale, mais c'est bien normal, après tout, c'est le débat politique. Moins de monde dans les rues de Paris, mais là aussi, c'est peut-être naturel. On part de 400 000 manifestants au début du mois de décembre pour arriver à quelques dizaines de milliers aujourd'hui. Je vous demanderai tout à l'heure si finalement trop de manifs ne tuent pas les manifs. Mais on va d'abord écouter Édouard Philippe à l'Assemblée nationale. Oui, dit-il, il y a des tensions. Oui, il y a des oppositions. Mais vous allez l'entendre, la principale tentation et peut-être le principal danger, c'est l'immobilisme. Notre pays vit un moment de tension très dure. Comment est-ce qu'on peut apaiser le pays ? Oh, je vois bien qu'on pourrait l'apaiser en disant « surtout ne faisons plus rien ». Surtout ne faisons plus rien. Cette espèce de tentation française, qui n'est pas une tentation propre à un parti politique, la vérité c'est qu'elle est générale en France. Cette espèce de tentation de l'immobilisme, elle existe. Je ne crois pas qu'elle soit utile pour le pays. Je pense même qu'elle est dangereuse au contraire. Alors, conduite dangereuse quand on appuie trop fort sur le frein. Est-ce que c'est votre cas ? Non, je crois que ça dépend surtout de la qualité de ce qu'on entreprend. Pour tout vous dire, moi je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels cette majorité et ce gouvernement ne vont pas assez vite. Si nous étions en manette avec la France insoumise, moi ça m'arrive de le penser comme ça. Ça fait 2 ans et demi que l'élection présidentielle est passée. Parfois je me dis en 2 ans et demi, qu'aurions-nous fait ? Où en serions-nous de ces chantiers de la planification écologique que nous appelions de nos voeux, de l'économie de la mer que Jean-Luc Mélenchon va appeler à engager, de la transition agricole ? Bref, il y a des tas de choses intelligentes vous n'auriez à faire. pas touché aux retraites ? Si, parce que moi je ne défends pas le statu quo, on va se le dire tout de suite, c'est-à-dire que le gouvernement essaye de finalement créer un espèce de duel entre le système actuel ou le système qu'il souhaite, qu'il appelle de ses voeux, cette réforme par points dont on va parler ce soir. Mais moi je ne défends pas le statu quo, je trouve que dans le système actuel, on ne sera peut-être pas d'accord vous et moi, mais les gens partent déjà trop tard et trop pauvres de mon point de vue, et le système actuel a déjà subi quelques coups de canif importants. Donc moi je suis pour une réforme des retraites, d'ailleurs je vous ai amené ce document, mais on a, nous, répondu votre en quelque projet, sorte. c'est votre projet. En quelque sorte, avec ce projet, on répond, vous savez, à la commande que nous a adressée Édouard Philippe il y a quelques jours, souvenez-vous-en. Il nous a dit « Je suis prêt à entendre toutes les modalités pour le retour à l'équilibre financier des retraites ». Bien évidemment, je l'ai remis en main propre à l'Assemblée nationale pour tout vous dire. Mais le problème d'Édouard Philippe, oui, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois. Pas de retour de lecture, pas de fiche de lecture en retour. Il a accusé bonne réception, m'a dit qu'il le lirait avec beaucoup d'attention. Le problème, voyez-vous, c'est qu'il déclare être prêt à entendre toutes les modalités, mais en vérité, il n'en voit qu'une de modalité. C'est que les Françaises et les Français travaillent toujours plus longtemps. Et moi, je crois, si vous voulez, que ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, après plus de 50 jours de grève, une mobilisation historique. Alors on peut toujours commenter les chiffres de la manifestation du jeudi ou du mardi. Il n'en résulte pas moins que depuis plus de 50 jours, ce mouvement de grève existe. On fait le mouvement social d'ampleur historique le plus long de toute l'histoire de la Ve République. Et surtout, qui plus est, au-delà même du taux de grévistes ou des participants aux manifestants, vous savez comme moi que si on en croit les enquêtes d'opinion, bien qu'il faille toujours les prendre avec des pincettes, une majorité de Français sont opposés à cette réforme. Quand ils n'ont plus d'arguments au gouvernement, ils en appellent à cet argument d'autorité, vous savez. Nous avons été élus. Et sur un programme, nous disent-ils... C'est pas faux. Mais c'est tout à fait vrai. On pourrait consacrer, vous et moi, l'émission à discuter des conditions particulières d'élection d'Emmanuel Macron, mais vous me réinviterez pour ça. Mais en tout cas, sur les retraites, si vous avez gardé sous le coude le programme d'Emmanuel Macron, et je sais que vous lisez tout ça avec beaucoup d'attention... Oui, c'était dans Révolution, son livre. Et surtout dans le programme. Dans le programme, c'était écrit, s'agissant des retraites, nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. Alors sur ce point, il faut être précis. Tout le monde a compris que l'âge légal de départ ne serait pas modifié. Françaises, Français, oui, vous pourrez toujours partir à 62 ans. Mais il ne vaudrait mieux pas pour vous que vous le fassiez. Parce que sinon, vous aurez à subir cette décote par le décalage du fameux âge d'équilibre. J'en termine juste en vous disant que donc le niveau des pensions va bien diminuer. Puisque si à âge égal, vous comparez le système actuel et le système de M. Macron, et que dans le système de M. Macron, il faut travailler quelques années de plus pour atteindre le même niveau de pension, un enfant de primaire comprend que c'est bien qu'au même âge, le niveau des pensions a diminué. Mais est-ce qu'il n'y a pas au-dessus de vous, et d'ailleurs d'Emmanuel Macron, des règles simples qui sont des règles de démographie, moins de cotisants, plus de retraités, une conquête qui est une conquête du progrès, des retraités qui vivent plus longtemps
et mieux. Et est-ce qu'il ne faut pas lire aussi le document d'orientation qui est assez précis? Alors, il est très long. Il y a beaucoup de littérature sur les 1000 pages. Il y a quand même quelques éléments. De l'étude d'impact, oui, ça de l'étude d'impact. C'est ça qui dit, en substance, vous avez 18% de gens pour qui les retraites vont baisser. Grosso modo, c'est les très hauts revenus et c'est les régimes spéciaux. C'était peut-être ça d'ailleurs le cœur de la réforme, l'enjeu de la réforme. Il y a 18% des gens pour qui les revenus vont légèrement augmenter à la retraite. Alors c'est plus 5 moins 5. Hein. C'est pas, on ne va pas du simple au double. C'est les agriculteurs, les artisans, les commerçants. Et au fond, il y a un immense ventre mou pour qui ça ne changera pas. Deux choses. D'abord, moi je considère que le progrès dans l'histoire avec un grand H, à mesure que la productivité technique a augmenté, que les innovations ont permis de soulager aussi le travail de l'homme, le progrès, de mon point de vue, n'est pas de travailler toujours davantage. Parce que dans le ratio actif-retraité, souvent, ces braves gens oublient de nous dire que, et vous le savez, un actif aujourd'hui en France produit plus qu'un actif il y a 30 ou 40 ans. Heureusement. Évidemment. Mais du coup, accordons-nous sur un fait. À quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à la production de ce dont nous avons besoin ? Ce que l'on voit en revanche, et ce que les Français comprennent à mon avis, ce qui explique que la réforme n'est pas souhaitée par une majorité de Français, c'est qu'on produit plus qu'avant, on produit davantage, mais la richesse n'a jamais été aussi mal répartie. Et je crois qu'on ne fait pas relancer l'activité d'un pays et d'une économie avec le niveau de répartition des richesses que nous avons aujourd'hui. Après, juste, vous avez parlé de l'étude d'impact. Et en économiste aguerri, que vous avez vu ce qui s'est passé dans l'étude d'impact, parce que vous avez raison de dire, on nous a remis 1000 pages. Elle est très incomplète, hein, non, c'est plus que ça. Je la vends pas comme quelque chose de définitif. Pascal Perry, excusez-moi, mais c'est plus que ça. C'est pas qu'elle est incomplète, c'est qu'elle est truquée, faussée. Je vous explique pourquoi. Dites-moi pourquoi. Bah oui, l'étude d'impact, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est ? Normalement, c'est ce qui accompagne le projet de loi et qui doit permettre aux parlementaires que nous sommes, avant de rentrer dans la délibération parlementaire, d'être éclairés sur l'opportunité et les projections de la loi. Bon courage pour la lecture. Mais on se les est farcis, les 1000 pages. Ouais. Donc oui, on a eu du courage et ça a pris pas mal de temps et toute une équipe que je veux saluer avec nous. Mais néanmoins, on l'a fait. Et je veux saluer aussi les travaux du collectif Nos Retraites qui ont débusqué effectivement la manipulation du gouvernement. Je m'en explique. Dans le projet de loi, à l'article 10, il est écrit que effectivement cet âge d'équilibre, comprendre âge pivot, c'est pareil, en gros c'est l'âge qu'il faudra atteindre pour avoir une pension à taux plein, va se décaler génération après génération. C'est écrit à l'article 10 du projet de loi. Et bizarrement, dans l'étude d'impact, qui est censée tenir compte des dispositions du projet de loi, comme par magie, dont je ne connais pas la baguette, l'âge d'équilibre a été gelé à 65 ans. Oui. Ce qui veut dire que tous les cas types que nous présente le gouvernement ne tiennent pas compte de ses propres dispositions. Donc je termine, mais ils disent également, enfin le document précise que cet âge d'équilibre, il est glissant. Oui, mais les cas types qui sont calculés ne font pas glisser l'âge d'équilibre. Alors que, c'est un peu technique, pardon, mais dans le rapport de Levoy, par exemple, sur l'âge d'équilibre, c'est clair. Vous avez des projections génération par génération. On a beaucoup parlé de 64 ans, mais les Français qui nous écoutent doivent savoir que l'âge d'équilibre envisagé par M. Macron ne va pas rester gelé à 64 ans. Il va se décaler. Génération après génération, vous avez une colonne avec la date d'année de naissance, l'année de naissance. Oui, c'est l'année de naissance qui compte. Moi, par exemple, c'est 1990, voyez-vous, j'ai regardé, c'est 66 ans et demi. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans l'étude d'impact, on ne tient pas compte de ça. Bref, on vous a présenté, Françaises, Français, 28 cas types. Sur les 28 cas types, le gouvernement pérore en disant il y en a 21 sur 28 qui sont gagnants. Si vous appliquez strictement le projet de loi du gouvernement, si vous appliquez leurs propres dispositions, vous avez en réalité seulement 10 gagnants, donc une majorité de perdants. Question précise. Vous êtes né en 1990, vous êtes jeune, en bonne santé, l'espérance de vie pour vos générations va croître. Est-ce que, mis à part les cas où la pénibilité est engagée, et ça reste à discuter, le fait de travailler jusqu'à 65 ou 66 ans n'est au fond pas un péché social? Est-ce que dans certains cas, ça ne peut pas être souhaité et utile? Imaginons que votre espérance de vie soit supérieure à 100 ans. Est-ce que travailler un petit peu plus longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans de plus, c'est un handicap définitif? Bon, prendre le problème un peu à l'envers. Je mets de côté les gens exposés à la pénibilité. J'entends bien. Oui, mais c'est quand même important. Parce que je le mets de côté. Emmanuel Macron nous a dit, moi j'aime pas qu'on parle de pénibilité, ça donnerait le sentiment que le travail est pénible. Mais j'ai envie de dire, oui, monsieur le Président, pour beaucoup, effectivement, le travail est pénible. Mais moi je ne dis pas pour autant que le travail n'est qu'une aliénation et qu'on ne se réalise pas parfois au travail, c'est pas le sujet. Mais j'interroge néanmoins, quand on sait que l'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans, en quelque sorte, le projet d'Emmanuel Macron, c'est dire aux gens, vous allez travailler toujours davantage et au moins jusqu'au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Et puis surtout... Je vous interroge juste une seconde parce que j'avais hier soir le professeur Andréani,
à votre place. Et attendez, Pascal Perry, juste un instant. Sur ce que vous avez dit, juste parce que je ne voudrais pas oublier ça. Vous m'avez dit, par exemple, et c'est intéressant, vous m'avez dit, vous êtes jeune, votre espérance de vie va augmenter. Vous êtes peut-être devant, moi non. Je vous le souhaite. C'est gentil, je vous en remercie. Mais Pascal Perry, est-ce que vous êtes, vous, en capacité de prévoir les conséquences du changement climatique, de la pollution, de ce que nous bouffons dans nos assiettes, etc. Est-ce que vous savez déjà, vous, le recul qu'on va pouvoir avoir sur tout ça? Moi, je constate une chose, c'est que l'espérance de vie en bonne santé, désormais, elle recule et que l'espérance de vie stagne. Et donc, j'interroge, et on peut être en désaccord sur les modalités de financement, on peut en parler après, mais est-ce que le progrès, ce n'est pas, et ce n'a pas toujours été dans l'histoire, de se libérer du temps? Est-ce que la finalité de l'humanité, c'est d'être à la besogne toujours plus longtemps? D'accord sur le principe. C'est presque philosophique quand je vous demande à quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à produire ce dont on a besoin. Est-ce que l'idéal de l'humanité, ça n'est pas la liberté, précisément, permettre à chacun de conduire sa carrière? Oui. Vous savez ce que c'est que l'âge d'équilibre, c'est une bulle, hein, sur un niveau, ça monte, ça descend, en fonction de critères qui sont démographiques, économiques. Vous avez évoqué la productivité, mais vous savez comme moi que la productivité horaire du travail en France, elle plafonne. On s'est peut-être trompé, la communauté des économistes s'est peut-être trompée sur les gains espérés de productivité avec la technologie, avec le digital. Mais j'en reviens à ma réflexion, philosophie contre philosophie. Est-ce qu'au fond, l'idéal de l'humanité, c'est pas la liberté pour chacun de choisir son sort? Et évidemment que la liberté est un idéal, mais la liberté à la condition qu'elle se joue dans un rapport de force qui ne soit pas défavorable. Vous savez, dans plusieurs lois qui sont passées... Vous voulez dire sans la contrainte? Écoutez, si c'est la liberté, le pistolet sur la tempe, c'est pas franchement la liberté. Si c'est la liberté de choisir l'âge auquel on part à la retraite après 62 ans, mais en même temps avoir une pension pourrie dégrévée par une décote, c'est une liberté plus que contrainte, vous en conviendrez avec moi. Puis vous connaissez la fameuse phrase, hein, entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui protège, hein, comme on dit. Donc si vous voulez, même le fait de dire tout le monde partirait d'une même ligne de départ et cumulerait des points dans sa besace, ne règle absolument aucune des inégalités persistantes au sein d'une même génération, parce que dans cette affaire, il y a quand même un angle mort, Pascal Perry, c'est que entre un cadre et un ouvrier aujourd'hui, il y a 6 années d'écart d'espérance de vie. Exact. Entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, il y a 13 années d'écart d'espérance de vie. C'est pourquoi je vous parle pénibilité, c'est pourquoi je vous dis, au fond, vous savez, la loi c'est le contrat français. La loi, c'est la même pour tous. Les Anglais préfèrent précisément le contrat, parce que le contrat, c'est le consentement des parties. Est-ce que, finalement, toute loi sur la retraite, qui serait une espèce de contrainte, une forme d'étatisation, ce qui est un peu le cas d'ailleurs dans la gouvernance de ce modèle, n'est pas une mauvaise loi? Vous savez, les lois, on dit, puisque vous aimez les citations, les lois inutiles abolissent les lois nécessaires. C'est Montesquieu qui dit ça. Est-ce qu'au fond, il ne faut pas simplement laisser à chacun, d'abord, bien sûr, une couverture, un régime socle qui protège tout le monde, et à chacun une liberté en jouant la solidarité? Moi, je crois... En maintenant la solidarité. Je crois à l'État et je crois à l'instauration de quelques règles. Et en l'occurrence, si je dois résumer les deux logiques qui se contredisent, celle d'Emmanuel Macron et la nôtre. Emmanuel Macron a habillé son projet de loi avec des histoires à dormir debout, d'universalité, d'ailleurs universalité qui a pris de sacrés coups dans l'aile depuis quelques semaines, hein, on a bien vu, il n'y en a quasiment plus, d'ailleurs le Conseil d'État le dit, il n'y a plus d'universalité, mais qui plus est, en fait, son objectif réel est lequel? C'est de, quelque part, serrer la vis de la part des richesses consacrées aux retraites, la limiter. C'était prévu 14% du PIB, mais en fait, l'étude d'impact, justement, nous dit que ça va même diminuer. Mais il y a des raisons démographiques à ça. Oui, mais néanmoins, Pascal Perry, le système actuel, même avec toute l'état du fait des coups de canif qu'il a déjà subis, a permis de plutôt fonctionner parce qu'à mesure en France que la part des seniors dans la population a augmenté, on augmentait proportionnellement, ça se vérifie, la part des richesses consacrées aux retraites. De ce point de vue, Emmanuel Macron est en rupture et ça suffit à annoncer, compte tenu des projections démographiques, une potentielle baisse des pensions. Donc, sa variable d'ajustement d'un objectif qui est budgétaire, arbitraire, c'est la vie des gens, à travers l'âge auquel vous pourrez partir, messieurs, dames, à la retraite avec une pension à taux plein. Moi, si j'avais à être aux affaires avec mes amis de la France Insoumise à cette heure, en faisant de la politique, je renverserais la logique. Quelle idée se fait un grand pays comme la France de ce que doit être ce troisième âge de la vie qu'est la retraite après une vie de labeur? Moi, je pars du principe que si l'espérance de vie en bonne santé... Une vie de joie, hein, vous êtes d'accord, de plaisir, attendez, de travail. Mais franchement, Pascal Perry, depuis des mois, là, on parle de la retraite comme d'une équation sur un coin de table. Non, mais c'est pas le cas. La retraite, c'est un nouvel âge de la vie, où on prend soin de soi, de ses proches, où on s'engage beaucoup. D'ailleurs, on pourrait quantifier les économies que font faire les retraités de ce pays à tout un pan de Français. C'est le plus grand espace de temps libre d'une vie. Je termine, qu'on comprenne ce que nous ferions. Nous disons, si l'espérance de vie en bonne santé est celle-ci, on doit pouvoir partir à la retraite dès 60 ans. Pour une carrière complète,
personne ne devrait gagner une rémunération inférieure au SMIC et personne ne devrait vivre sous le seuil de pauvreté en dessous duquel, vous le savez, on survit plus qu'on ne vit. Et donc, comment on finance tout ça? C'est la question. Alors, avant que vous ne le disiez, vous avez lu comme moi, parce qu'on va en parler bien sûr, vous avez lu comme moi dans le rapport... Je vois l'horloge qui défile. Oui, non, on a encore un petit peu de temps. On peut allonger le temps ici. C'est un des avantages de ma position. Vous avez lu comme moi que le document qui nous est livré nous dit que sans les réformes qui ont été faites au cours des 20 dernières années, la part des retraites dans le PIB représenterait 20% de la richesse. Au fond, je me dis pourquoi pas, mais... puisqu'il y a un peu de morale, puisqu'il y a un peu d'éthique dans notre échange, aujourd'hui, je me dis que plus la part qui est réservée aux anciens est élevée, plus au fond c'est un dividende social et économique qui est pris sur la jeunesse. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous, je suis très attaché à l'idée de solidarité intergénérationnelle. Ce qu'on peut dire des réformes passées, Pascal Perry, c'est que, de toute façon, pour financer les retraites, disons les choses franchement, il n'y a pas 50 solutions, en vérité. Jusqu'à présent, ce sont les salariés de ce pays qui ont payé la facture par l'augmentation de la durée des cotisations ou le décalage de l'âge de départ. Les entreprises aussi, oui, qui payent. Oui, mais Pascal Perry, en attendant, ce que l'on voit, de mon point de vue, c'est que la production n'a jamais été... Les fruits de la production n'ont jamais été aussi mal répartis. Moi, je considère que... Vous iriez taper où, vous? Écoutez, seul le travail humain produit, d'accord? Si vous mettez du capital dans une caisse, que vous revenez 3 mois plus tard sans qu'il y ait eu de travail humain, sauf à ce que vous soyez magicien, non, il faut les deux. Il y a de fortes chances, en tout cas, que vous retrouvez... Il faut les deux. Oui, mais seul le travail humain produit. Le capital seul, lui, ne produit pas. Et donc moi, je considère que le travail humain, aujourd'hui, est très mal rémunéré. Et je vois la richesse produite, et je vois que, par exemple, s'agissant de l'actionnariat, un salarié français aujourd'hui travaille en moyenne 45 jours par an pour rémunérer les actionnaires. Beaucoup de gens nous disent on est les champions du monde de la dépense sociale. On oublie de dire qu'on est les champions du monde aussi des dividendes vers ces actionnaires. Ouais. Et dans le même temps, je considère effectivement qu'on a pourtant augmenté la productivité. Donc il y a bien un problème de répartition des richesses. Ce débat sur les retraites, je vais vous montrer quelque chose. Attendez, juste, ce débat sur les retraites, il a lieu au moment où Oxfam fait un nouveau rapport sur la répartition de la richesse, où on apprend tout de même que dans ce pays, la France, 6e puissance économique du monde, 7 milliardaires possèdent l'équivalent de ce que possède 30% de la population française réunie. Au passage, l'ont-ils volé? Mais évidemment qu'ils l'ont en quelque sorte ponctionné sur le travail humain. C'est une question de répartition. Vous savez, il y a des gens parfois qui nous disent moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des riches, mais qu'est-ce que c'est malheureux qu'il y ait des pauvres? Mais oui, mais j'ai envie de dire, il y a des conséquences. Puisqu'on était dans les citations, vous connaissiez celle de Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches. Oui. La richesse est un stock, et c'est la manière dont elle est répartie. Et moi, je ne veux même pas parler de confiscation. Il ne s'agit pas de faire la cabale aux riches. Moi, je vous dis même une chose. On ne relance pas l'activité d'un pays, l'activité économique, avec les niveaux d'aujourd'hui. Quand la richesse produite, la valeur ajoutée, est ventilée à plus de 60% dans la sphère financière, seulement 25 petits pourcents, et c'est beaucoup trop peu, dans l'investissement productif, et 5% dans les hausses de salaire, je vous le dis, vous ne relancez pas l'économie. Vous me parlez d'Oxfam. Vous ne devez pas, après, il faut que je vous dise comment on finance. Hein. Oui, vous connaissez l'Institut Molinari, Oxfam plutôt à gauche, très à gauche, l'Institut Molinari un tout petit peu plus à droite. Un tout petit peu. C'est une étude. Non, mais chacun au fond a sa paroisse, et puis c'est pas tragique. Moi, j'ai pas beaucoup de paroisse, vous savez. Les échanges, on peut avoir une paroisse idéologique, les échanges républicains sont toujours utiles. On va regarder ensemble ce tableau. C'est une étude qui a été faite en 2016, ce sont les revenus du CAC 40. Voilà, 338 milliards de valeur produite par les entreprises du CAC 40. Je vous concède que c'est un peu lointain, c'est 2016. 240 milliards redistribués aux salariés, c'est du salaire brut chargé, plus les cotisations sociales qui y sont attachées, 66 milliards de fiscalité aux États, parce qu'on a des entreprises, on a mis les États au pluriel, parce qu'on a des entreprises qui sont localisées en dehors de France, 32 milliards de dividendes aux actionnaires. Vous voulez leur prendre encore un peu plus? Déjà, à noter que c'est 60 milliards en 2019. Donc, ça a beaucoup augmenté. Ça a beaucoup augmenté. Oui. Non, mais je vous le dis, moi, ce qui me pose problème, c'est la question de cette répartition. Si les salaires, les bas salaires notamment, n'augmentent pas, vous ne relancerez pas l'activité de ce pays. En contractant les bas revenus, vous ne pouvez pas relancer une activité. Et vous savez comme moi que si on augmente les salaires, notamment des plus bas revenus, notamment par le SMIC, il y a un effet de contagion, mais surtout, ça s'injecte dans l'économie réelle. Vous le savez, vous. Oui, c'est de la conso. Évidemment. Oui, mais alors,
Et en plus, comme nous butons aussi sur un impératif écologique, mieux être rémunéré, c'est aussi mieux consommer et sans doute pouvoir mieux rémunérer nos agriculteurs, les rendre moins dépendants d'une agriculture chimique qui est pauvre en main-d'œuvre mais riche en toutes sortes de saloperies que nous mangeons ensuite, et après qui atteignent même notre espérance de vie. Comme ça, la boucle est bouclée. Enfin, Voyez-vous. nous avons l'agriculture la plus sûre d'Europe. Oui, Franchement. mais Non. attendez, vous pouvez pas dire non plus. Enfin, moi, je veux bien, mais quand un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Non, mais ça, c'est un autre problème. Ah oui, non, Sérieux. mais c'est le même problème. C'est le Ouais. même problème. Quand 1 sur 3 gagne moins de 350 € par mois, si ça c'est la meilleure agriculture, franchement, c'est pas celle que je rêve pour les agriculteurs, ni pour d'ailleurs les productions qui le Peut-être produisent ensuite. parce que ni vous, ni moi, ni les Français, il faut se dire les choses en face, nous sommes prêts à payer notre alimentation à sa vraie valeur. Alors, mais là, nous en venons à quelque chose qui est absolument fondamental. C'est que. On va pas s'éloigner quand même de Et la après, politique. après, je réponds à comment on finance. Oui, Mais, il va non, nous mais rester... d'abord, juste une chose, c'est important ce que vous venez de dire. Comme consommateur qui a des bas revenus, comme consommateur qui subit la précarité, vous êtes en quête comme consommateur du moins cher. Mais si comme consommateur, vous êtes aussi producteur, vous êtes un producteur, un salarié, à qui l'on fait des injonctions à produire moins cher, et donc à produire dans des circonstances sociales moins favorables, et même parfois dans des conséquences environnementales et écologiques moins favorables. Donc vous voyez, quand je dis que si on augmente les bas revenus, il y a un cercle vertueux pour l'économie. Vous savez, moi, avec les amis de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon et tous les autres, ce que nous appelons, c'est que ce pays se lève le matin sans se demander finalement à quoi bon et quel est le sens de ce que nous faisons. Vous savez, il y a des défis tellement importants qui s'imposent à l'humanité, on est déjà très en retard, très à la bourre, il faudrait pouvoir faire en sorte que la France se mette entièrement au service de tout cela. Je termine en vous le disant, parce que sinon Alors, vous n'allez pas... mais oui, il nous reste... Alors, ça va être un peu court. Je ne sais pas s'il ne faut pas consacrer une deuxième émission à ça, Mais éventuellement. invitez-moi, je Oui. reviendrai, Pascal C'est Perry. En attendant, vous dire une chose. Pour financer les propositions que j'ai formulées, il n'y a pas besoin de faire la révolution. Il y a besoin de 2 points de PIB de plus d'ici à 2040. Autrement dit, par l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui permettrait de régler le problème à court terme, par la hausse des salaires évident. et des cotisations, c'est d'autres solutions que d'amener les gens à travailler toujours plus longtemps. Raison pour laquelle, je vous le dis ce soir, même si le projet de loi est arrivé à l'Assemblée, le fait qu'il y soit arrivé ne présage pas de l'épilogue. Le bon mot d'ordre, c'est toujours le retrait. Bon. Et vous pensez qu'il a un petit espoir que ça aboutisse? Enfin, franchement, on n'a pas eu le temps de parler de la motion de censure, mais on va faire l'impasse sur le sujet. On sait très bien, vous et moi, qu'il n'y aura pas de motion de censure. Il y a une majorité parlementaire qui votera. Non, mais il y aura une motion de censure. Elle ne sera pas adoptée. Il y a une majorité nette, La République En Marche, à ce jour, à l'Assemblée nationale. J'aimerais mieux que vous me disiez quelques mots de ce qui s'est passé aujourd'hui dans le cortège et que vous donniez une explication, un éclairage. La scène est simple. Je ne sais pas si vous y étiez vous-même. Si, j'étais en manifestation tout à l'heure. J'ai pas assisté à la scène. Jean-Luc Mélenchon. Bon, Jean-Luc Mélenchon, dans le cortège parisien cet après-midi, il est apostrophé par un gréviste de EDF qui lui reproche de ne pas être venu soutenir les salariés de l'énergie, etc. Enfin, il y a de n'avoir pas. Hein. Bon, et il lui répond, on va voir ta mère. Bon, c'est une formule polie, courtoise. Mais on n'attend pas ça de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais moi, bon, d'abord, premièrement, j'ai pas vu la scène. Non, deuxièmement, bon, vous savez... Allez sur les réseaux sociaux. Non mais quand, j'imagine, quand les micros circulent de partout, de toute façon, tout maintenant peut être pris à partie. Une chose est sûre, faire le reproche à Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir été présent dans le mouvement social, allez voir les réseaux sociaux, c'est tous les jours. Justement, nous sommes sur nos 2 jambes de parlementaires, de représentants du peuple. Un pied dans les mobilisations, dans les luttes avec ceux qui se battent pour l'intérêt général depuis plus de 50 jours, et un pied dans l'institution. Et qu'on soit d'accord ou pas avec nous, il y a au moins une chose qu'on ne puisse pas nous reprocher, c'est que le travail est fait et sérieusement fait. Parce que ça, vous voyez, par exemple, on a le droit de pas être d'accord, mais on ne peut pas nous reprocher que ça n'est pas sérieux et financé, vous voyez. Et ça, c'est aussi la marque de fabrique. C'est un choix de société. Mais évidemment, un choix, évidemment. Sûr, un mais vous savez, politique. en politique, il ne s'agit pas de savoir qui a raison, qui a tort. Hein. Ce sont des modèles qui se confrontent et puis les gens tranchent. En tout cas, moi je suis sûr d'une chose, c'est que les Français ont a priori, vu qu'ils rejettent ce projet de loi, l'intuition que travailler plus longtemps n'est pas la bonne issue. Et moi je considère qu'ils ont raison. Puisqu'Emmanuel Macron a été très inspiré par Jacques Chirac la semaine dernière à Jérusalem, moi je lui suggère de prolonger un peu cette séquence d'imitation parce que Jacques Chirac sur le CPE, vous vous en souvenez, le texte était à l'Assemblée, même très avancé dans le processus législatif et il avait reculé. La démocratie, ça ne peut pas être tous les 5 ans vote et ensuite repart à la maison et tais-toi. La démocratie, c'est aussi effectivement la manifestation, parfois la grève, un rapport de force qui s'instaure. Et aujourd'hui, effectivement, la bataille de l'opinion est perdue par Emmanuel Macron. Cette bataille-là, celle de l'opinion, il a perdu. Toutes les cartouches ont été utilisées. Malheureusement que tout le monde est perdu. Bon, merci en tout cas d'être venu. On aura l'occasion de se recroiser sur ce plateau ou sur d'autres.